Nous sommes au CCI de Bien Vieillir, Longevity, au Havre, en 2022, et nous allons faire le point sur comprendre le rôle des CCAS par rapport à l'autonomie. Une vision, on parle également d'autonomie plus large, avec Isabelle Madrid, qui est adjointe au maire de Talence, vice-présidente du CCAS de Talence, et élue à l'Union nationale des CCAS. Bonjour. Bonjour. Un CCAS, quel est le rôle d'un CCAS? On a une image assez simple. Le CCAS, c'est le couteau suisse pour lutter contre les précarités, les accidents de la vie. En gros, c'est le premier recours et le dernier recours. Pourquoi le premier? Parce qu'en fait, on a tendance, où est-ce qu'on va? Il vous arrive quelque chose. Prenez, on parlait de la longévité, parce qu'il n'arrête pas et qui s'accroît, mais avec une perte d'autonomie qui est de plus en plus longue. Aujourd'hui, on peut parler quand même d'un chiffre important. Les plus de 85 ans, entre 2030 et 2040, auront augmenté de 54%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers où? Vers la mairie. Et le maire se tourne vers le président du CCAS. Il se trouve que c'est le même. Donc, il adresse vers son CCAS. Et donc, c'est souvent la première à rentrer. Parfois, on va faire qu'orienter. Parfois, quelqu'un qui a les moyens, on va lui indiquer les aides à la personne, tous les services qui existent, le portage à domicile, des repas, comment faire ses courses, enfin, toutes les aides qu'il peut y avoir, comment en bénéficier. Et puis après, quand on s'aperçoit que la capacité financière n'est pas là où il faudrait, voire loin d'être là, le CCAS est là. C'est-à-dire lui-même monte le plan, lui-même va aider. Donc c'est pour ça que je dis que c'est souvent le premier recours. Il oriente, mais aussi il traite. Par rapport à la vague des seniors qui arrivent, la question, les CCAS ont arrivé à faire face à cette vague? Vous savez, c'est pas simplement les CCAS, je crois que c'est tous. On a le privé lucratif, le privé non lucratif, les associations, et puis les CCAS. Je pense que c'est ensemble. C'est ensemble, mais aussi beaucoup plus largement. Parce que si on regarde le problème en dehors de nous, qui font de l'offre de services dédiés, il y a aussi comment est-ce qu'on arrive à composer un écosystème. Et un CCAS, en fait, il est tellement proche d'une ville, puisque donc c'est le maire qui est président, qu'il arrive à connaître cet écosystème. Un CCAS, il est là pour animer cet écosystème. Quelque part, le laisser vivre et s'occuper des cas les plus lourds, les plus difficiles. Les personnes qui vont évoluer d'une manière un peu plus dramatique, des personnes qui vont avoir parfois un déni de l'Alzheimer ou de la démence, ou ce fameux syndrome de Diogène. Comment s'occuper des cas les plus complexes, comment être accompagné ceux qui ont le moins de moyens financiers, mais avec les autres. Justement, il y a des profils de seniors. Comment on définit un senior dans la précarité? On peut définir un profil ou des profils? Quels sont par rapport aux raisons des situations? Moi, je pense qu'il y a de par ce que nous disent nos collaborateurs des CCAS ou de nos partenaires dont on parlait, il y a trois en fait fragilités. Il y a celle qui est financière, bien sûr, mais vous avez aussi celle qui est affective, dont on parle peu. La personne qui n'a pas de proches, ne connaît pas bien ses voisins, il n'a pas d'enfant qui est là. Et puis, il y a celui qui a une petite fragilité. Il a une petite dépendance, mais il ne veut pas trop en parler. Parce qu'on est dans une société où on veut rester jeune. On n'a pas envie de vieillir, en fait. En tout cas, on a un imaginaire qui est complexe par rapport au vieillissement et à la dépendance. Et donc, c'est ces trois choses qui font la grande précarité. Si vous n'avez pas de proches à côté de vous, pas de moyens financiers, et qu'en plus, vous ne voulez pas trop parler de vos difficultés, là, on a des personnes qu'on ne repère pas. Et c'est ça, aujourd'hui, aussi un vrai défi qu'on a. Alors là, ça m'ouvre à l'idée à plein de questions. Il y a des actions du CCAS, de votre CCAS, pour faire venir les personnes âgées chez vous? Ou est-ce que c'est les personnes âgées, comment ça marche? Est-ce que c'est des actions proactives pour on a les deux, pousser bien sûr, en prévention les gens, pour les chercher? Parce que certains ne vont pas vouloir venir, par exemple, comme vous dites, si je suis appelé en déni, on ne va pas... Voilà. Bien sûr, donc on a différentes choses. Quelles sont les actions qui sont mises en place pour aller cibler ces personnes? Si on regarde la plupart des villes, on n'est pas la seule, parce que l'UNCAS, elle essaie d'être inspirante, en se servant aussi de ce que font les autres. Beaucoup, et ça c'est aussi le plan canicule qui a fait ça, on écrit à toutes les personnes qui ont plus de 75 ans. Et on leur dit, voilà, est-ce que vous voulez un petit appel pendant l'été? Vos proches risquent de partir en vacances, risquent d'être seuls. Et donc c'est simple. Voilà, un petit appel téléphonique qui peut se doubler par une petite visite. Et puis on a un dispositif qui s'appelle Mona Lisa, qui est un collectif de bénévoles et de volontaires. Quand je dis volontaires, c'est parce que c'est les services civiques et les bénévoles. On voit bien de citoyens, et ça on a vu ça pendant le Covid, c'était remarquable, qui ont envie d'aider.
Et ceux-là, ils peuvent téléphoner, passer, aller faire des courses, etc. Il n'empêche qu'il y en a certains, ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas se plaindre. Et alors là, on a un voisin, mais on a aussi un formidable réseau, c'est l'infirmière, le médecin, qui doivent avoir le réflexe du CCS et qui disent, ben voilà, j'ai madame machin, elle n'est pas terrible, ça serait quand même pas mal. Ça serait peut-être pas mal, peut-être, je lui ai conseillé de vous appeler, elle devrait vous appeler, elle a besoin d'un petit portage à domicile, elle aurait bien besoin d'aide à domicile. Est-ce que vous pouvez faire ça? Et donc, on a quelqu'un qui se déplace, qui fait une évaluation, en partenariat avec le département, qui après va faire un plan d'aide. On va le poursuivre avec, je vous dis, des bénévoles qui vont faire des visites à domicile, avec différents formats de nos aides qui viennent, qui portent le repas, qui font les courses, de psychologues qui peuvent venir. Et je crois que le vrai défi, c'est ça. Est-ce qu'il y a un rôle de prévention, des actions de prévention? L'action de prévention, elle est... En fait, beaucoup d'acteurs font l'action de prévention. Ouais. Je voulais voir si... Il faut être humble, modeste, mais volontariste. En fait, il y a plein d'endroits où on peut faire de la prévention. Vous avez les universités en temps libre, les pôles seniors, les centres sociaux. Il y a beaucoup. On adapte une ville. Un maire, aujourd'hui, il n'y a pas... Vous pouvez parler à tous les maires, il n'y a pas un maire qui a oublié d'intégrer le vieillissement dans ses projets urbains. Parce qu'on impulse auprès des bailleurs en disant on va faire un collectif, vous savez ce fameux habitat inclusif dont on parle, les EHPAD qui sont plus près du tramway, etc. etc. Les résidences autonomie, les résidences services, tout ça, ça se compose, ça s'organise. Mais derrière cette prévention, elle a aussi comment détecter la faiblesse. Et c'est ça, je pense, peut-être le plus difficile. Quand on est jeune, senior, actif, vous regardez sur internet, votre photo, on est plutôt beau, en pleine forme, on a les cheveux blancs, on a peut-être un chien, on se balade. Et puis brusquement, vous passez une autre vision et on est assis, parfois en fauteuil roulant, avec quelqu'un qui vous tient la main. Je pense qu'il y a tout un champ d'action entre ces deux-là. Et c'est peut-être le rôle de nos collectifs, à travers les CCS, d'animer un réseau. Ça peut être un commerçant aussi qui appelle et qui dise j'ai repéré quelqu'un qui n'est pas très bien. Il ne dira pas le nom, mais nous, on pourra sonner à sa porte en disant voilà, on vient savoir si tout va bien, est-ce qu'on peut vous aider, est-ce que vous connaissez nos offres? Le AS, Action Sociale, Oui. est-ce que ça c'est un frein pour reconnaître sa fragilité? Parce qu'on retrouve ça aussi chez les personnes âgées ou les jeunes peuvent être un peu fiers, pas besoin d'aide, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça c'est un frein ou On est assez bien repéré. Je ne pense pas que ce soit très facile de franchir la porte d'un CCH, je suis d'accord. Quand il est intégré dans un hôtel de ville, dans une mairie, c'est sans doute plus facile. Mais je pense qu'il faut que c'est une histoire de confiance. Quand on a besoin d'aide, il faut savoir nous tendre la main et aux autres la saisir. On est là juste pour accompagner les gens et les aider. On a des travailleurs sociaux et des équipes qui sont remarquables. Ce qu'ils ont choisi d'aider, c'est parce qu'ils ont envie d'aider. Voilà. Et le grand problème qu'on a aussi, c'est de la chaîne de l'aidance. Parce qu'il y a l'aidance professionnelle, l'aidance familiale, l'aidance, on en parlait tout à l'heure, des bénévoles et des volontaires. Et notre société, elle est profondément, quelque part, aidante. Elle a juste, d'après moi, un petit problème, c'est par rapport au vieillissement. On ne veut pas vieillir, il faut presque apprendre aujourd'hui à accepter de vieillir. On a un problème un peu d'agisme, il faut lutter, il faut changer nos mots, notre manière de parler. Et il faut continuer à ce que tout le temps nos aînés puissent continuer à s'émerveiller et à avoir envie de continuer avec nous. Avec la génération du baby-boom qui arrive, est-ce que vous voyez des différences? C'est encore un peu tôt par rapport aux plus petits, ils ont 78 ans les plus âgés. Est-ce que vous voyez des différences dans les attentes, dans les demandes avec cette génération? Nos sociétés les plus consommatrices. Ouais. C'est tout ça l'enjeu aujourd'hui de notre venue, nous, à Longevity, à l'Union nationale des CCS, de notre collaboration qu'on va faire avec le Conseil national de la refondation sur le bien vieillir, c'est-à-dire qu'on a notre parole à donner, c'est la parole des maires, la parole des présidents de CCS. Parce que oui, le comportement va changer, ils vont être beaucoup plus nombreux, c'est formidable, on va vieillir plus longtemps. Mais on aura des pathologies plus lourdes, on le sait, une dépendance qui sera plus longue, il va falloir l'accompagner en continuum, il va falloir la repérer, ça va coûter de l'argent, il va falloir plus d'aide à domicile. Tout le monde, 85% des personnes veulent vieillir à domicile.
Mais quel domicile? Le tout, c'est de leur assurer de pouvoir bien vieillir chez eux, quel que soit le chez-soi, mais surtout qu'ils ne soient pas seuls, mais accompagnés. Une conclusion à l'émission? La conclusion, elle est simple. Moi, je pense qu'on est au pied du mur. On sait cette vague des baby-boom qu'on a aimé. Moi-même, je fais partie un peu des baby-boom. Je pense qu'aujourd'hui, oui, le défi est immense. Mais je sens que tout le monde a envie de faire un front commun. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi la Covid qui nous a appris ça. Pour la Covid, le CCS, elle était le centre d'entrée. On a pu faire un écosystème de l'urgence. Comment répondre? Il fallait être agile sur tous les sujets. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, sur les territoires, on est conscient, on s'y prépare, mais on ne peut réussir qu'ensemble. Super, merci pour l'émission. Merci à vous.